Well, good afternoon, everyone. Bon après-midi. Et pour ceux qui ne sont pas du CRDI, bienvenue au CRDI, le Centre international de développement organise ce genre d'événements le plus souvent possible. Nous avons des collègues dans différents secteurs de recherche et nous pouvons parfois persuader les gens de venir parler au Canada dans son ensemble. Au sujet du travail que le Centre de développement international dans les différents secteurs de recherche. Le CRDI est une institution assez particulière parce que nous sommes parmi les seuls à financer la recherche pour le développement dans tous les domaines. En fait, nous sommes un peu comme une université. Nous avons des facultés, si vous voulez, et des programmes en agriculture, en environnement, en sciences et technologies, la politique de développement social et mon domaine, la politique sur la santé internationale. Je m'appelle Michael Beck et je suis chargé de ce programme et j'ai été très content de voir que j'ai pu convaincre le docteur Richard Makuba de nous parler aujourd'hui. Il a été d'un grand apport au lancement et à la mise en œuvre d'une stratégie nationale sur le développement au Rwanda. Et le CRDI a eu la chance de travailler avec Richard pendant plusieurs années dans plusieurs domaines. Nous avons exploité nos compétences en ce qui concerne la technologie en faveur d'une stratégie nationale en matière de santé pour le pays et aussi en ce qui concerne les questions relatives à la formation et à l'infrastructure qui convient le mieux à cette stratégie nationale, ce qui comprend l'utilisation des dossiers médicaux électroniques. Je ne veux pas lui voler la vedette parce que c'est lui le porte-parole, donc je vais lui consacrer le plus de temps possible. Alors, bienvenue à tous et merci au commissaire pour le Rwanda. Le CRDI est un peu son deuxième foyer, alors nous en sommes ravis. Alors, bienvenue à nouveau à Votre Excellence. Je vais vous parler un peu de Richard et ensuite il pourra vous parler. Richard est directeur de l'initiative de cybersanté au ministère de la Santé du Rwanda et il occupe ce poste depuis un peu plus de 5 ans. Il est médecin, il a obtenu son diplôme en médecine de l'Université du Rwanda, Butare, que je connais assez bien. Et il a aussi une maîtrise en cybersanté de l'Université au Royaume-Uni. Il est chargé du développement de ce programme au Rwanda et il a élaboré une stratégie quinquennale pour le ministère de la Santé et il en assure la mise en œuvre. Bien sûr, une fois qu'on dresse un plan, il faut le mettre en œuvre. Alors, c'est ce que fait Richard à l'heure actuelle, en coopération avec plusieurs autres parties prenantes et le CRDI en fait partie. La stratégie de cybersanté Rwanda fait appel à plusieurs technologies dans le secteur de la santé, de la partie centrale de Kigali, la capitale, jusque dans les régions. Et Richard a pu se consacrer à plusieurs domaines dans sa vie parce qu'en plus de ses responsabilités au Rwanda, il fait aussi son doctorat à l'Université nationale du Rwanda et il met l'accent sur l'impact de la cybersanté pour renforcer le système de santé. Alors, Dr Gakuba, je suis ravi de vous compter parmi nous. Donc, ce sera un texte d'à peu près 40-45 minutes, mais c'est à lui de décider combien de temps il veut nous parler, parce que j'aimerais que nous ayons une période de questions par la suite. Et comme je l'ai mentionné au Dr Gakuba, c'est un sujet de pointe
à Ottawa et au Canada. J'aimerais qu'il le garde en tête. Je dois vous quitter parce que j'ai un vol d'avion à attraper vers la fin de la période de questions. Je resterai un bout de temps et ensuite mon collègue pourra conclure. Merci, Michael. Votre Excellence, au commissaire du Rwanda, chers collègues du CRDI et d'autres institutions, je pense que la plupart proviennent du Canada, mais à tous ceux qui m'écoutent, j'aimerais remercier chaleureusement le CRDI pour m'avoir invité. Je suis heureux d'être ici pour partager ce qu'on fait au Rwanda, mais aussi pour mettre les choses en perspective par rapport au reste du monde en développement. Nous aurons suffisamment de temps après mon discours pour poser des questions et partager certaines choses. La cybersanté est un sujet assez vaste. Et pour m'assurer que nous sommes tous au diapason, je vais dire qu'il s'agit de l'utilisation de la technologie dans le secteur de la santé. Il n'y a pas vraiment de rapports ou de cours qui sont reliés, mais nous avons des systèmes qui doivent être gérés. En fait, je parle de l'infrastructure et de la gouvernance aussi. Comme je l'ai dit, c'est un sujet très vaste. Et je voulais vous parler d'un sujet en particulier, la santé maternelle et infantile, en raison du lien entre le Canada qui appuie la santé et notre pays grâce à l'engagement pris par le Premier ministre en 2010. Je sais que c'est un sujet qui vous importe beaucoup au niveau national et aussi en partie parce que la santé maternelle et infantile est un secteur clé pour les objectifs du millénaire. Donc, je vais me limiter à ces sujets, mais ne vous gênez pas pour poser des questions sur un autre secteur. Je pense que mon auditoire provient de différents domaines. Alors, il faut se demander si on devrait plutôt parler de la technologie, de l'informatique ou d'autres éléments. Mais j'ai des chiffres qui montrent l'importance de ce que nous pourrions utiliser éventuellement pour favoriser le secteur de la santé. J'ai quelques chiffres ici. J'ai quelques chiffres du Rwanda, mais j'ai aussi des chiffres du reste du monde en développement pour que vous compreniez bien le contexte. La mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre de décès sur 100 000, en 2000 au Rwanda, il y a eu 1071 décès, ce qui est très élevé. En 2005, nous étions à 750. Donc, vous pouvez voir la différence. Et en 2010, l'an dernier, nous avions atteint 487. Donc, sur une période de 10 ans, la mortalité maternelle a baissé de 50%. Donc, c'est une amélioration appréciable. Donc, je vais y revenir un peu plus tard. En Afrique, en général, par exemple, en 90, il y avait 780 cas de mortalité infantile sur 100 000. Et en 2008,
le chiffre était passé à 590 en moyenne. Une réduction donc d'environ 24 sur une période de 18 ans. Donc, c'est 24 des jeunes de moins de 18 ans. Donc, sur une période de 10 ans. Ce qui veut dire que l'amélioration est très rapide et ceci nous rapproche des objectifs du millénaire. Et nous pensons que ce n'est pas suffisant. J'ai choisi 2 domaines clés, la mortalité infantile et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. En 2005, il y avait 152 décès. Ceci est mesuré sur 1000 plutôt. Donc, en 2005, 152. En 2007, 2008, 103. Donc, ici encore, c'est une amélioration d'environ 30 et en 2010, 76. Ce qui représente une augmentation de 50 sur une période de 5 ans. Donc, ces chiffres proviennent de l'enquête démographique du Rwanda. Et pour comparer avec le reste du monde en développement, plus précisément en Afrique, d'abord, sachez que les décès annuels d'enfants de moins de 5 ans est passé à 8,1 millions en 2009, de 12,4 millions en 1990. Donc, vous voyez ici que la tendance internationale est quand même assez lente, bien que le Rwanda montre une augmentation modeste de 50 sur 5 ans, par opposition à 45 sur 20 ans. Et comme vous allez voir un peu plus tard, c'est un résultat souhaitable. Si vous le comparez aux pays développés, qui représentent notre point de repère, parce qu'il n'y a pas d'autres points de comparaison, si on se comparait avec les pays qui sont hautement développés, il y en a moins de 10 par 1000. Alors, même si on est à 76, nous sommes quand même assez loin du but. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore bien à faire en ce qui concerne les améliorations apportées selon ces indicateurs de mortalité infantile et maternelle. Il y a certaines interventions qui ont été faites au Rwanda et dans d'autres pays pour améliorer la situation, entre autres pour les mères. En santé publique, la principale cause de décès, c'est l'accouchement à domicile sans aide, parce que dans certains cas, il faut le bon équipement et les compétences nécessaires. Donc, les principales interventions sont axées sur ce mécanisme, c'est-à-dire accoucher dans un établissement, et ensuite, il faut avoir de bons services de santé, et la mère doit pouvoir se les payer. Donc, il y a toutes sortes de programmes qui portent sur l'accouchement dans des maternités. Par exemple, les soins obstétriques, qui sont très importants, au Rwanda particulièrement. Et nous sommes toujours très heureux de voir qu'un grand nombre de la population a un accès rapide aux soins lorsque c'est nécessaire. Et ensuite, il y a aussi the transport where
De nouvelles trousses qui ont été produites pour l'accouchement dans des établissements. Donc, il y a beaucoup d'améliorations à ce niveau. D'abord, en ce qui concerne les maternités, les nouveaux équipements et le transport d'urgence qui est disponible dans les cas d'urgence. Et ensuite, en ce qui concerne l'information, nous faisons des vérifications des décès maternels, néonatals et infantiles. Tous les vendredis, des données sont versées au système pour consigner chaque décès maternel. Donc, au niveau du programme, au ministériel, on peut aller voir dans le système pour voir combien il y a eu de décès dans chaque district et à la fin du mois, il y a des audits ou des vérifications qui sont faites et le fichier est centralisé de façon électronique. Et bien sûr, il faut que ce soit fait au point de décès. Et il y a aussi des autopsies verbales pour les cas de décès maternel, néonatal et infantile dans la communauté. Et en ce qui concerne les ressources humaines, nous avons des sages-femmes dans tous les hôpitaux, les cliniques. C'est un grand défi parce qu'auparavant, nous n'avions pas de cours destinés aux sages-femmes et maintenant, nous en avons. Et dès qu'elles sont formées, elles peuvent commencer à travailler dans différentes localités. Il y a aussi le financement, parce que d'abord, il faut l'assurance santé que nous avons au niveau communautaire. En fait, c'est la loi au Rwanda. Tout le monde doit être assuré. Donc, nous avons obtenu l'assurance maladie ou santé pour 80% de la population. Et il y a aussi des compléments d'assurance privée. Alors, nous sommes près du 100% pour l'assurance santé et l'assurance communautaire aide les femmes à avoir accès aux établissements hospitaliers. On peut obtenir les soins de santé gratuitement et essentiellement, le gouvernement va investir de l'argent en payant pour les médecins, les médicaments. Et bien sûr, il faut payer beaucoup d'impôts pour ce faire. Par opposition à une situation où vous laissez les gens acheter une assurance et ce sont eux qui doivent payer pour les services. Il n'y a pas de modèle qui semble être idéal pour chaque pays. Alors, il y en a qui ont dit que les services ne devraient pas être gratuits parce qu'il faudrait peut-être que les gens achètent une assurance et cela présente des avantages. Mais ils n'ont pas besoin à payer la note et ils ne sont pas obligés non plus de payer eux-mêmes parce qu'ils sont couverts par l'assurance. C'est un programme très important que nous avons parce que à peu près 25% de toute la population tombe dans une certaine catégorie, donc elle doit payer elle-même son assurance, mais le gouvernement les subventionne. Et nous avons 3 catégories. Dans la première catégorie, ceux qui paient eux-mêmes, 24%. Et il y a 2 autres catégories qui paient des sommes différentes, tout dépendant de leur niveau de revenu. Et
nous avons une base de données parce que tout le monde est dans une catégorie et c'est fait au niveau national. Ce n'est pas nous qui va dire vous appartenez à telle catégorie. Ce sont les gens au niveau du village qui vont décider qui appartient à chaque catégorie. Donc, selon la catégorie à laquelle on appartient, on paie un certain montant. Alors, pour ce qui est du financement des soins de santé, ça a été très utile. Ensuite, nous avons également financement selon la performance, selon le rendement. Personne ne peut garantir 100%. Il faut travailler pour y arriver. Alors, c'est au niveau du comité que la décision se prend. Chaque village compte à peu entre 50 et 100 ménages au Rwanda. Et les communautés ont des bénévoles, mais ces bénévoles sont élus par la communauté. Et dans chaque intervention, ils reçoivent une aide financière. C'est une question de paperasserie, finalement. Le nombre de mères transférées pour accoucher dans des centres de santé équivaut à un certain montant d'argent. Et l'argent est remis aux travailleurs-travailleuses de la communauté grâce aux coopératives. Ils utilisent cet argent pour leur travail de développement ou de coopération. Ça, c'est un autre modèle de financement en soins de santé qui a aidé à améliorer la santé des enfants. Il y a d'autres interventions également. Je voulais en mentionner quelques-unes qui étaient liées directement à la santé des mères et des enfants. Nous avons également des moustiquaires traités pour les lits. Nous avons également d'autres traitements pour le malaria. Et la communauté offre aussi des médicaments contre la malaria ou le paludisme. Et nous avons eu beaucoup de succès avec la diminution du paludisme à cause de ces deux grandes interventions. Et cela a beaucoup aidé à réduire la mortalité infantile. Et il y a également des programmes de planning familial, des programmes de nutrition et ainsi de suite. Maintenant, j'ai parlé des soins de santé, des résultats et des différents thèmes. J'aimerais vous parler maintenant de la technologie, des nouvelles tendances qui se dégagent maintenant. Encore une fois, je vais vous donner des statistiques. En 2010, plus de 2,6 milliards de personnes dans le monde ne pouvaient pas accéder à des toilettes ou autres formes de mesures hygiéniques. Ça, c'était en 2010. Mais 4 milliards il y avait par contre 4 milliards d'abonnements au téléphone cellulaire dans le monde en développement. Si vous comparez ces deux statistiques, en fait, on a à peu près la moitié de la population qui n'a pas accès à certains services de base, mais ils ont des téléphones cellulaires. Alors, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui manque si l'on veut améliorer les services de santé. Ensuite, le service cellulaire dans le monde en développement a atteint 70 % à la fin de 2010, 6 ans après avoir atteint 70 % dans le monde développé. Donc, il a fallu 7 ans pour le monde en développement pour se rattraper. Si vous vous souvenez des statistiques que je vous ai données sur l'amélioration des résultats en soins de santé, la différence est tellement énorme. Donc, on sommes encore bien loin d'où se situe le Canada au niveau des soins de santé, mais nous sommes très près d'où il se situe pour ce qui est de la couverture du téléphone cellulaire. Et c'est incroyable à quel point nous nous sommes rattrapés rapidement à ce niveau. D'autres statistiques, encore une fois, ce sont des données ITU que je cite. En 2002, 2 pays dans le monde seulement avaient un service de téléphone cellulaire de plus de 100 %. 8 ans plus tard, presque 100 % des économies avaient un service de téléphone cellulaire et même plus de 100 %. Quand on fait une telle comparaison, on est vraiment étonné. La technologie s'améliore tellement rapidement et à un très haut niveau. Encore une fois, par rapport aux données que je viens de vous donner, 17 économies avaient un taux de service de plus de 150 %.
Ainsi, entre 2002 et 2010, une augmentation du niveau de service incroyable. 2 pays avaient jusqu'à 100% et puis ensuite presque tous les pays avaient atteint 100% de service et 17 pays dépassaient les 150%. C'est quand même vraiment une très forte amélioration au niveau de la technologie. Ça, c'était au sujet du service de téléphone mobile. Maintenant, l'Internet a atteint 30% en 2010 et dans le monde développé, ceci 30% au niveau mondial, mais dans le monde développé, on a atteint 30% 9 ans plus tôt, en 2001. Quand on fait pareille comparaison, on comprend des choses. En l'an 2000, le service Internet était en deçà de 1% dans 72 économies. 10 ans plus tard, il n'y avait que 6 économies qui avaient un système d'Internet de moins de 1%. Là encore, ce sont des chiffres vraiment révélateurs. C'est évident, on comprend la situation. Si la technologie augmente aussi rapidement et s'améliore aussi rapidement, comment peut-on s'en servir pour des soins de santé? Encore quelques autres statistiques. Nous avons un service de cellulaire en Afrique qui était à 45,2% en 2010. Et en Afrique, en 2010, le système cellulaire était plus élevé que dans les Amériques en 2004. Essentiellement, dans les Amériques, on était à 42,8% de services en 2004. Puis, en Afrique, on était à 45,2% en 2010. Donc, 6 ans plus tard, nous sommes où en étaient les Américains pour le service de cellulaire. Encore une fois, le système de cellulaire dans les Amériques était passé à 94,5% en 2010. Donc, vous pouvez voir à quel point les statistiques changent rapidement, même dans le monde développé. En Asie et dans le Pacifique, en 2010, le système cellulaire avait atteint un niveau plus élevé que l'Europe 8 ans plus tôt. En Asie, nous avions 69,2%, mais 8 ans plus tôt, en Europe, on était à 67%. Donc, cela vous démontre, quand on compare l'Asie et l'Europe, à quel point l'Asie s'est rattrapée rapidement pour le service de téléphone mobile. Mais ensuite, si vous reliez cela aux soins de santé, vous constatez que la tendance n'est pas pareille pour les deux. Alors, au sujet de l'Internet, on avait un système d'Internet en Afrique qui a grandi de 20 fois dans la décennie jusqu'à 2010, de 0,5% à 10,8%. Je reviens un peu en arrière, là. Et en Afrique, le taux de mortalité infantile en 90 et en 2008 avait augmenté de 24% sur 18 ans. Et maintenant, on parle de combien de fois? 20 fois plus grand dans une décennie. Ce sont des comparaisons qui sont très intéressantes, qui nous incitent à vouloir faire quelque chose avec la technologie. Nous avons également eu une croissance du service Internet en Asie et dans le Pacifique jusqu'à 22,5% en 2010, ce qui nous rapproche du service en Europe 9 ans plus tôt. Bon, vous en avez probablement assez de l'Internet, du téléphone cellulaire et des statistiques, mais vous savez tous comment il en coûte pour avoir un téléphone cellulaire et comment il a coûté il y a 10 ans. Le téléphone intelligent, à l'époque, il n'était pas très intelligent, mais tout de même, ça coûtait très cher. Combien en coûte-t-il maintenant pour acheter un téléphone intelligent qui peut faire à peu près la même chose qu'un ordinateur? Vous vous rendez compte que les prix suivent à peu près la même tendance que l'amélioration de la technologie. Les prix descendent beaucoup, même dans le monde en développement. Vous savez que je ne sais pas comment ça fonctionne, comment cela coûtait au Canada il y a une vingtaine d'années, mais dans le monde développé, on sait que les prix, disons, par exemple,
il y a 6 mois à peu près maintenant au Rwanda à cause de notre lien avec le système international. Le prix de l'Internet est passé d'un incroyable 2300 $ par mégabyte par mois. Et je pense qu'ici, vous avez peut-être 40 $ pour 10 MB, quelque chose comme cela. Nous, c'était 2300 $ pour 1 mégabyte. Alors, vous pouvez voir à quel point c'était dispendieux. Mais maintenant, on peut obtenir 1 mégabyte pour 300 $. Et je ne sais pas où vous en êtes pour les prix au Canada, mais cela vous montre à quel point la situation s'est améliorée. Ce qui est important avec toutes ces tendances en technologie et en soins de santé, ce n'est pas seulement les statistiques actuelles, mais la rapidité des améliorations obtenues. Si vous prenez un exemple pour les soins de santé, où nous avons des améliorations de 55 % pour la mortalité maternelle. En 2015, on devrait s'être amélioré de moitié encore. Alors, il faut aller plus loin que les statistiques actuelles parce que les tendances sont très encourageantes, surtout du côté technologique. Les changements sont beaucoup plus rapides. Alors, que peut-on faire pour utiliser cette technologie et améliorer les services de santé? Dans les quelques minutes qui me restent, je vais me concentrer là-dessus. On sait que la technologie n'est pas une panacée. Une fois qu'on utilise la technologie, tout sera parfait du jour au lendemain? Non, c'est impossible. Toutes les améliorations que j'ai mentionnées en soins de santé ne sont pas attribuables nécessairement à l'utilisation de la technologie. Et si on s'est amélioré avec le temps comme ça, pourquoi investir davantage dans la technologie? Eh bien, moi, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est évident pour moi, avec la technologie, on accroît nos chances de réussite. Donc, ce n'est pas la technologie à elle seule qui peut tout améliorer. Il y a bien d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et je vais les mentionner brièvement. Sachant que la technologie n'est pas une panacée, comme je l'ai dit, il nous faut investir dans d'autres choses. Et je vais vous donner des exemples. Si vous n'avez pas un programme pour les travailleurs communautaires en santé, ça ne donne rien d'avoir une technologie d'application mobile. Ou peut-être qu'on pourrait en avoir, ce pourrait être innovateur, de sorte que le client puisse utiliser cette technologie. Mais dans certains secteurs du monde en développement, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone mobile et donc c'est plus facile de donner les téléphones mobiles aux travailleurs communautaires qui sont près de la population. Alors, il faut se fier au système existant. Par contre, si on n'a pas de façon bien organisée de planifier et d'exécuter et de prioriser et d'engager tous les intervenants pour que tout le monde travaille à l'unisson, les chances d'échec sont assez grandes. L'important, ce n'est pas seulement d'avoir la technologie. Il faut avoir le leadership pour la faire bien fonctionner. Moi, d'où je viens, au Rwanda, nous avons au ministère de la Santé tout un service qui est responsable de la cybersanté. Je pense que c'est le plus grand de cette nature dans la région. Tout un service de cybersanté. Avant, c'était un service de télécommunication et d'information, mais enfin, c'est un service qui s'assure que l'Internet soit fonctionnel et surtout au niveau du ministère. On ne se concentre pas nécessairement sur l'amélioration des résultats en soins de santé. Alors, le simple fait qu'on ait un service qui s'occupe de ces enjeux-là, c'est très positif. Mais également,
Nous avons un groupe technique en cybersanté qui se réunit tous les mercredis à 9 heures pour planifier, discuter et s'entendre sur toutes sortes de priorités relatives à la cybersanté et qui prête conseil aux ministres et aux autres fonctionnaires sur quelle technologie appliquer et ainsi de suite. Et donc, ce groupe de travail technique est composé du ministre de la Santé, d'autres partenaires, des ONG et des bailleurs de fonds de certains programmes et d'autres intervenants de ministères comme le service responsable des télécommunications de l'information et ainsi de suite. Alors, ce groupe technique me facilite la vie parce qu'il y a beaucoup d'experts qui viennent d'un peu partout, qui sont là pour vous prêter conseil gratuitement, parce qu'ils offrent leurs services gratuitement. Alors, le leadership, c'est aussi la clé du succès. On s'intéresse beaucoup aux statistiques vitales et à la collecte de ces données. Et je dois dire qu'on a ce groupe technique qui harmonise les méthodes de collecte de données. Ça a toujours été une responsabilité des gouvernements locaux, car avant d'obtenir un passeport, il faut être inscrit. Vous devez apporter votre certificat de naissance. Alors, il y a un volet juridique à tout cela. Et on dit que vous devez donc être inscrit au gouvernement local. Les naissances et les décès également sont inscrites auprès du gouvernement local. Et dans le domaine de la santé, nous avons presque 100% des naissances vives d'inscrites. Alors, soit que ces enfants sont nés dans les installations de santé, à peu près 50%, et s'ils ne sont pas nés dans les installations de santé, ils sont venus pour des vaccins ou d'autres problèmes de santé. Et bien sûr, la vaccination est très importante. Nous avons un taux de vaccination d'à peu près 90%. Alors, quand on ajoute tous ces facteurs ensemble, toute personne qui naît doit être en contact avec un centre de santé en au moins un mois. Alors, c'est évident que les registres de naissance vive sont très importants. On peut donner des disquettes au gouvernement local qui assure la compilation, etc. Alors, donc, le comité est constitué de membres du gouvernement local, ministre de la Justice, ministre de la Statistique et ministre de la Santé. Et nous avons un formulaire qui est utilisé partout où il y a un système électronique, mais si on n'en a pas, ce sera le même formulaire, mais sur papier. Alors, encore une fois, c'est une question de leadership. Tout le monde sait qu'il est important d'avoir un formulaire, mais le faire et bien le remplir, c'est une autre chose. Alors, je pensais que c'était important de vous parler un petit peu du leadership. Let me just mention a few. Maintenant, j'aimerais vous parler de certaines applications et je vais ici encore me concentrer sur la santé maternelle et infantile au Rwanda. En fait, je devrais mentionner aussi que nous avons un plan stratégique qui englobe tout le système de santé dans différents domaines, mais je vais vous parler uniquement de la santé maternelle et infantile et certains sont au stade de la mise en œuvre, d'autres au stade de la planification et d'autres sont entièrement fonctionnels. Alors, quatrièmement, nous avons un programme d'apprentissage électronique. Il n'a pas été lancé encore, mais tout est en place. Et les infirmières vont commencer à suivre des cours en janvier, nous l'espérons. Et c'est un programme où les infirmières qui autrement ne pourraient pas retourner aux études pour parfaire leurs connaissances peuvent suivre des cours en ligne. Je dois mentionner que le CRDI nous a appuyés à cet égard
Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre, grâce à l'équipement fourni, et le programme a toujours été financé par le CRDI, et je devrais vous en remercier. Et ce programme est d'une importance critique, et les interventions que nous avons faites permettent d'utiliser la technologie dans le domaine des ressources humaines pour la santé infantile. Et nous avons deux systèmes, un qui s'appelle Rapid SMS, qui a été commandité par l'UNICEF et il a été personnalisé pour le Rwanda. Il est entièrement fonctionnel dans un district, mais il sera utilisé dans tous les districts, provinces plutôt. Nous avons 5 provinces et nous avons formé plusieurs personnes. Il reste une province et le système donc est entièrement fonctionnel. Alors c'est un système selon lequel, par exemple, lorsqu'une femme est enceinte, elle peut s'inscrire et chaque mère de famille a un numéro d'identité nationale. Et si il y a un événement, par exemple une fièvre, c'est consigné, un SMS est envoyé et nous montons un dossier pour cette femme. Et lorsque la femme accouche, c'est aussi consigné. Est-ce que c'est une naissance vivante ou est-ce qu'il y a eu des complications, etc. Alors, il y a d'autres indicateurs qui sont inscrits. Et ceci nous permet donc de suivre l'évolution de la grossesse. Et il y a beaucoup de données que nous utilisons comme agrégat. Nous avons aussi ce qu'on appelle Emubizima, ce qui veut dire mobile en rwandais. Donc, ça veut dire aussi cybersanté. On utilise des indicateurs MDG au niveau agrégé. Donc, tous les indicateurs de santé sont recueillis au niveau communautaire. Ce n'est pas encore entièrement fonctionnel au niveau national, mais il y a de la formation au moment où on se parle. Ensuite, nous avons les dossiers médicaux électroniques. Nous avons personnalisé un logiciel qui était utilisé à cette fin et on s'en sert dans tous les établissements, surtout en ce qui concerne les soins de santé primaires. Comme vous le savez, le travail n'est jamais terminé, mais nous sommes en train de mettre en œuvre la version 0.1 et ici encore, nous avons eu le soutien du CRDI et c'est grandement apprécié. Il y a aussi les rapports de décès maternels hebdomadaires en ligne. Et il y a aussi ce qu'on appelle le projet d'architecture entreprise. En termes simples, ça veut dire que lorsque quelqu'un se présente pour un traitement dans un établissement, la personne reçoit le traitement, mais si elle va dans un autre établissement, on peut aller chercher ce dossier et donc on peut assurer la continuité des soins. Donc, ça veut dire beaucoup de choses pour la mise en œuvre. Ça veut dire qu'on a des dossiers sur chaque personne qui la suit. Pour les fournisseurs, pour les établissements, on utilise la même terminologie. Il faut voir si les méthodes sont normalisées, si on utilise différentes méthodes. Même chose pour les médicaments. Ça semble assez facile, mais en fait, c'est très complexe.
Donc, nous avons ces projets et ici encore, nous avons reçu l'aide du CRDI et d'autres bailleurs de fonds aux États-Unis et ailleurs. Et nous espérons améliorer la santé des enfants. Et parce que c'est notre objectif principal. Alors, ce sera un projet pilote. Et en conclusion, je voulais appeler votre attention encore une fois sur les tendances qui existent en ce qui concerne la technologie et les soins de santé. Et je pense que on devrait utiliser la technologie pour améliorer les soins de santé, pour voir si on peut passer au-delà de 50% d'amélioration. Et il faut utiliser la technologie existante. Il n'est pas toujours nécessaire de réinventer la roue, mais il y a aussi beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de domaines où on a besoin d'innovation. Aujourd'hui, on peut se servir de son téléphone, acheter un billet d'avion, sauter dans un avion et s'en aller en Afrique. C'est tellement facile. Mais on ne peut pas dire est-ce que je peux parler à mon médecin tout de suite? Est-ce que je peux lui parler de mon symptôme? Alors, il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Il faut aussi documenter les pratiques exemplaires. C'est très, très important pour qu'on puisse apprendre quelque chose les uns des autres et partager tout ce qu'on peut faire dans le domaine de la santé sous forme électronique. Et nous devons montrer les avantages. Il faut aussi faire une évaluation. Il faut pouvoir prouver que ça fonctionne et de présenter des preuves pour dire, bon, voici, ceci fonctionne et ce sera très utile en ce qui concerne l'affectation des ressources. Alors, comme ça, ceux qui nous donnent des chèques vont savoir tout de suite quels sont les résultats. Alors, il est important de donner des preuves parce que c'est très important dans tout ce que nous faisons, sans oublier qu'on ne devrait pas se servir de ces preuves comme facteur dissuasif dans la mise en œuvre, parce qu'il arrive parfois dans certains domaines que la technologie ait été passée sous la loupe beaucoup plus que n'importe quelle autre chose. Donc, il est très important de ne pas uniquement nous concentrer sur l'évaluation. Il faut aussi tenir compte de la mise en œuvre de la technologie parce que ça s'est déjà révélé très utile. Parce que si on observe de trop près, ça peut devenir quelque chose qui est décourageant. Alors, j'ai terminé. Merci beaucoup. Thank you very much, Richard. Merci beaucoup, Dr. Makumba, pour un aperçu très révélateur de la manière dont un pays peut accomplir quelque chose. Je suis particulièrement impressionné par l'accent que vous avez mis sur la gouvernance et le leadership. Je pense que c'est tout à fait critique parce que beaucoup d'incidents et de situations auxquelles nous avons fait face dans le monde, lorsque ces solutions ont été mises en œuvre, il n'y a pas eu autant de réussite parce qu'on ne savait pas qui était responsable et il faut se demander qui a la vision et le leadership. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que vous avez dit en ce qui concerne la preuve comme étant quelque chose qui peut avoir un effet dissuasif. Dans mon domaine, on aime à penser que la preuve ou les données probantes nous aident à adopter de bonnes politiques, mais je pense que le Dr Makumba a montré clairement qu'on n'attend pas toujours qu'il y ait des données et qu'il faut prendre des risques.
en pensant qu'il y aura peut-être des preuves plus tard. Et en tant qu'organisme de recherche, je pense qu'il faut en être conscient. Alors, et je pense que vous dites très au sérieux, à savoir comment ceci pourrait s'appliquer à d'autres situations dans le monde et comment on pourrait peut-être apprendre quelque chose du Rwanda. Alors, merci encore. Et j'aimerais maintenant vous demander si vous avez des questions ou des commentaires, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été abordées par le Dr Makuba. Et j'aimerais aussi faire allusion à la Commission de l'ONU sur la responsabilité et l'information pour la santé infantile. On s'en rappelle parce que la Commission était ici lundi et mardi à Ottawa et nos collègues de l'ACDI et de l'OMS ont été chargés d'organiser 2 jours de réunions très intensives parce que maintenant que la Commission était coprésidée par le Premier ministre Stephen Harper et le président de la Tanzanie, eh bien, ils ont maintenant publié un rapport et ce que j'ai entendu, c'est qu'il semble qu'on veuille passer à l'action. Et on a mis beaucoup d'accent sur la manière d'aller de l'avant pour faire en sorte que ces 2 objectifs du millénaire puissent se réaliser, ce qui est longuement attendu. En fait, le représentant de la santé de la Tanzanie était présent et le directeur général de l'OMS et Bev Oda, notre ministre de la coopération internationale, était là aussi. Il y a une certaine volonté politique et j'ai l'impression qu'il y aura encore plus de suivi parce qu'ils ont lancé le défi à tous les intervenants intéressés. Et ce qui comprend certains autres pays. Je pense que le Dr Makuba a entendu la même chose que moi et les organisations donc vont s'efforcer d'aider les pays à atteindre les objectifs du millénaire. Mais je pense qu'il y a une volonté politique et finalement on pourra voir l'implantation de ces mesures. Alors je pense que l'entretien du Dr Makuba était tout à fait opportun. Alors maintenant, je vous cède la parole. Pourriez-vous vous avancer au microphone et vous nommer? Merci beaucoup. Je m'appelle Kevin Dooley. Je suis membre du public. Et cette information a été très utile. Mais sur cette note, est-ce que vous pourriez nous brosser un tableau plus précis? Vous avez parlé en termes très généraux, par exemple en ce qui concerne la population. Pourriez-vous me parler de la taille du Rwanda, de la population, du taux de mortalité? Est-ce qu'on peut avoir d'autres chiffres? La présentation est excellente, mais il me manque un tableau complet. La croissance démographique, la taille de la population, etc. Et le niveau de revenu aussi. L'espérance de vie. Est-ce que vous avez ces chiffres, s'il vous plaît, pour avoir un meilleur profil? Merci beaucoup. Nous allons prendre 2 ou 3 questions ou commentaires. Hello, my name is Isabelle Roy. Isabelle Roy, je travaille pour l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI. Ça a été très rafraîchissant d'entendre ce que vous avez dit au sujet des exemples sur le terrain. Parce que nous avons parfois tendance à voir les choses à un haut niveau.
Maintenant, pour revenir au niveau, je serais intéressé de savoir, parce que vous avez parlé de gouvernance et de leadership et d'approche multilatérale, vous dites que le secteur public le secteur privé plutôt joue un rôle important en ce qui concerne la prestation des services de santé. J'aimerais connaître votre point de vue et savoir quelle est votre expérience sur la manière dont vous avez pu, je présume, engager le secteur privé en ce qui concerne la prestation des services de santé et aussi la collecte de données, la surveillance et l'évaluation. Merci. À ce stade, malheureusement, je dois partir pour aller prendre mon vol. Alors, je vais demander à mon collègue de terminer. Le Dr Matré est responsable du programme d'équité au CRDI. Donc, j'aimerais vous remercier personnellement d'être venu. Et Dr Makumba, je vais vous voir très bientôt. Merci beaucoup. Okay, let me. Permettez-moi de réagir à ces deux questions. D'abord, est-ce que c'est Kevin? Vous vouliez savoir quel est le profil général du Rwanda? La taille du Rwanda est d'environ 26 000 km². Donc, c'est un assez petit pays. Et c'est celui qui compte à peu près la plus haute population d'Afrique de l'Ouest. Donc, la population est très dense dans un petit pays. C'est très montagneux. On l'appelle le pays des 1000 montagnes et c'est très beau. L'espérance de vie est de 52 ans maintenant et pour la première fois, en 2008, l'espérance de vie a franchi le seuil des 50 ans. Je pense que c'est un chiffre qu'on devrait mentionner parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Pour ce qui est de l'économie, le PIB, par exemple, il y a à peu près 5 ans, ou peut-être 6 ou 7 ans, c'était à peu près 240 $, mais maintenant c'est 540. Donc ici encore, il y a eu beaucoup d'améliorations économiques. Le taux de croissance économique est estimé pour 2012 à 17%, 70%. Donc, alors qu'il y a eu un déclin dans beaucoup d'autres pays. Again, maybe I can't remember the figure. Et les chiffres sont bons et pour toute la région. Le Freshen est une devise très stable. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. La question d'Isabelle. Quel est le rôle joué par le secteur privé? D'abord, je dois dire que la prestation des soins de santé au Rwanda, je ne connais pas la statistique exacte, mais c'est certainement plus de 90% est assuré par le secteur public. La plupart des gens qui vont aux établissements de santé, plus de 90% vont dans des établissements publics. L'industrie du secteur privé est en expansion, pas seulement dans le domaine de la santé, mais dans bien d'autres secteurs également. Le secteur privé grandit toujours. En fait, parfois, comme le gouvernement essaie d'aider le secteur privé à se lancer dans le domaine de la santé. Donc, le secteur privé est encore bien petit. Nous avons encore des problèmes dans les deux domaines que vous avez mentionnés. D'abord,
dans prestation de soins de santé, comme je l'ai dit, très petit apport du secteur privé en soins de santé, mais en collecte de données également. Il faut investir pour mettre la technologie en application. Et on ne peut pas dire au secteur privé, voici la norme que vous devez appliquer parce qu'on n'en a pas. En même temps, il est difficile d'exiger du secteur privé des données en soins de santé, des données recueillies. Donc, on ne peut pas dire j'ai besoin de ceci et de cela périodiquement. Ça encore, ça pose problème. Mais on essaie quand même de les aider dans la mesure du possible. Pour ce qui est de la planification et de l'utilisation de la cybersanté, vous savez qu'il y a des entreprises privées qui ont un rôle à jouer dans certains domaines. Nous les invitons à participer à nos réunions sur la cybersanté pour qu'elles y contribuent. Et aussi à des réunions de planification stratégique. Pour vous donner deux exemples, un des fournisseurs de télécommunications qui nous a donné, on appelle ça une responsabilité sociale d'entreprise, tout ce qu'on fait à l'aide des services, du service de téléphone mobile est gratuit. Mais dans le secteur privé, ce n'est pas gratuit. Donc, on essaie d'améliorer le système, mais nous avons formé un partenariat aussi avec une entreprise de télécommunications pour offrir des services gratuits aux travailleurs et travailleuses communautaires en santé. Et tous les établissements de santé ont des services de téléphone mobile et le service est gratuit. Mais il y a les travailleurs communautaires en santé qui nous rapportent des données et on a conclu une entente voulant que l'on paie une petite fraction de ce qu'ils chargent pour d'autres services. Donc, il y a un partenariat qui a été formé. Et de notre côté, nous avons le ministère a l'intention d'appliquer la stratégie sur la cybersanté, pas nécessairement à l'interne, mais de former un partenariat avec des entreprises privées qui pourront développer des systèmes et les appliquer. Donc, on va créer des emplois pour eux et on va également les appuyer. Alors, c'est ce qu'on fait pour engager le secteur privé. Bonjour, Richard. Nous sommes bien démocrates au CRDI, donc dans 15 minutes, il y aura un nouveau président. Non, avant de passer aux questions, j'aimerais... bon. Merci de la présentation. Je m'appelle Anna et je travaille à l'initiative de recherche en santé mondiale. Vous avez parlé de l'importance de l'évaluation, plus particulièrement du partage des choses qui ne devraient pas être faites. Je me demandais si vous pouviez étoffer un peu là-dessus pour nous expliquer comment vous allez évaluer le programme de cybersanté au Rwanda. Qui fera l'évaluation? Quelles seront les stratégies mises de l'avant? Et y a-t-il des résultats dont vous pourriez nous faire part maintenant sur ce qui a bien fonctionné et sur ce qui n'a pas fonctionné? Bonjour, Helen Johansson. Je suis professeur associé à l'Université d'Ottawa, mais pour ma carrière, presque toute ma carrière, j'ai travaillé à Statistique Canada. Alors, j'aimerais féliciter d'abord Richard pour des résultats particulièrement impressionnants et par le fort niveau d'activité qui se passe en santé. Et pour ce qui est de l'utilité de ces dossiers avec le temps, je vous dirais qu'ils sont aussi utiles pour
étudier une maladie donnée ou une procédure donnée. Par exemple, si vous regardez toutes les personnes atteintes d'une maladie de cœur et ensuite vous voyez combien de gens ont eu une intervention vasculaire en un seul mois et combien ont survécu. Alors, donc, on peut étudier les résultats en santé. On peut faire l'évaluation de certaines politiques, de certaines façons de faire les choses. Et je pense que c'est très important, comme on en a parlé avant votre présentation, d'intégrer cela au système dès le tout début. Et j'étais fort impressionnée que vous ayez parlé de normalisation des dossiers, car c'est vraiment indispensable si l'on veut que ces dossiers, qui sont vraiment très, très importants pour leur usage primaire, c'est-à-dire améliorer la santé de chaque personne. Mais ces dossiers peuvent également être utilisés pour améliorer la santé de la population du pays et du système de soins de santé en rendant les données accessibles à des fins multiples. Ava Rathgaber, consultante en développement international. Vous avez parlé un peu des applications qui sont disponibles pour les travailleurs en soins de santé, à partir du niveau communautaire jusqu'au ministère, ce qui est intéressant. Mais si on inverse la situation, et je l'ai vu moi-même, je sais que les téléphones cellulaires sont accessibles à tout le monde, n'est-ce pas? Dans quelle mesure ces applications sur le marché aident-elles les gens à s'occuper de leur propre santé? Et pouvez-vous également parler un peu de la femme quand vous allez me répondre? Bon, merci. Excusez-moi si je n'ai pas bien compris votre nom. Parfois, l'accent des Canadiens est difficile à comprendre. Anna? Bon. Question au sujet d'évaluation. Comment devrait-on évaluer la stratégie? Quand on offre un programme national, il faut bien sûr surveiller les opérations. On met quelque chose de l'avant et on évalue son fonctionnement. Par contre, dans chaque projet de cybersanté, nous avons des indicateurs d'évaluation qui sont utilisés en cours de route. C'est une façon rapide. En fait, ce sont des indicateurs qui ne sont pas reliés aux résultats en santé. Par exemple, si on a un dossier médical de santé, on va voir combien d'installations ou d'établissements ont ces dossiers électroniques, quels sont les problèmes de connectivité, par exemple. Enfin, on fait ce genre d'évaluation-là. Mais nous accueillons toujours les chercheurs qui veulent poursuivre la recherche là-dessus. Je ne suis pas très fière de la recherche qui se fait en ce moment parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on sait par contre que c'est nécessaire. Je pense que j'ai répondu à la question. J'en avais une deuxième en fait. Si vous pouvez nous dire ce que vous avez trouvé qui fonctionne bien jusqu'à maintenant ou ce qui n'a pas bien fonctionné. Bon, merci. C'est pas facile de répondre succinctement parce qu'il y a différents systèmes qui ont été mis en application. Certains contiennent plus de lacunes que d'autres, mais de façon générale, ce qui semble bien fonctionner, c'est que il faut prendre le fruit le plus bas, essayer
d'obtenir les résultats les plus faciles le plus rapidement possible. À cause qu'on est sceptique face à la technologie, quand on planifie trop longtemps, qu'on parle de budget trop longtemps et qu'on n'a pas de résultats, les chances sont bonnes qu'on perde des partisans, qu'on perde de l'appui et on risque même de perdre tout le projet. Alors, il est important donc d'obtenir des résultats le plus vite possible, car en fait, si on présente un système, bien sûr, vous impliquez des utilisateurs. S'ils l'aiment dans une certaine mesure, ça va, mais jusqu'à ce que le système soit en place, vous aurez toujours des petits problèmes. Il y aura toujours des gens qui hésiteront, qui ne voudront pas s'en servir. Donc, si on n'a pas de résultats rapides, on risque d'avoir de gros problèmes. Une fois qu'on a des résultats rapides, on transfère le besoin de chez vous à chez eux. Alors, les gens en voudront toujours plus si ça va bien. C'est une leçon que j'ai tirée. De toute évidence, l'envers de la médaille, c'est que il ne faut pas essayer d'accomplir trop de choses en même temps. Mais là encore, les choses qu'on ne doit pas faire, bien, essayer de mettre de l'avant des technologies très, très complexes. Il faut garder les choses à leur plus simples, des technologies simples qui fonctionnent. Et quand on crée un besoin pour plus de technologies, on est mieux armé. Donc, il faut d'abord créer le besoin chez les utilisateurs pour qu'ils en demandent plus. L'autre question, encore là, je n'ai pas le nom, Johansson. Non, je me souviens de la question. C'était, je voulais bien prononcer votre nom. Helen. Bon. Mais en fait, ce n'était pas une question. C'était davantage un commentaire que vous avez formulé. Nous avons développé ce système assez tôt, de la bonne façon, de sorte que on puisse en récolter de bons résultats. Je vais élaborer un peu sur le projet dont je vous ai parlé. Donc, il s'agit d'établir des normes pour la technologie, l'interopérabilité des systèmes. Si on veut avoir des dossiers électroniques dans le domaine de la santé, c'est une obligation pour les gens des technologies de l'information ici présents. C'est le genre de message que vous pouvez donner et que l'on peut recevoir d'un autre système. C'est ça, l'interopérabilité. Et c'est pour cela qu'il nous faut des normes technologiques. Mais en même temps, on a des normes sur la consignation de données sur les naissances et aussi des normes technologiques pour savoir comment définir la mortalité, la mobilité, comment appelle-t-on certains médicaments, comment identifie-t-on quelqu'un. Une personne doit être facilement identifiée. Il faut qu'on ait des données qui soient continues. Et vous avez dit qu'à long terme, il faut qu'on ait des données qui soient utiles pour pouvoir suivre l'évolution d'une maladie. Il faut que les gens, donc, arrivent à s'identifier d'une même façon. Et pour certaines maladies spécifiques, on peut compiler les données pour voir comment chaque maladie évolue. Alors, comme je l'ai dit, ça peut paraître facile, mais ça comprend beaucoup d'éléments et c'est très complexe. On a déjà défini certaines normes. Nous avons défini l'interopérabilité, enfin les normes qui s'y appliquent. En fait, elles ne sont pas en place maintenant, mais ça viendra sous peu. Au moins, les normes sont écrites. Nous avons aussi tout ce qu'il faut pour que les individus, les fournisseurs et même les médicaments soient tenus à jour. C'est le genre d'information et
qu'il nous faut et après, nous allons pouvoir récolter le fruit de toutes ces collectes de données. Je suis contente que vous ayez dit ce que vous avez dit. L'autre question, disponibilité des cellulaires. Comment veut-on que les gens utilisent les cellulaires pour améliorer leur propre santé? Mais la stratégie qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, même si j'ai dit que le système cellulaire évoluait rapidement, les ressources dont on dispose doivent être utilisées de façon très pratique. Au Rwanda, en particulier, pour les téléphones cellulaires, on voudrait que ce soit le système de santé qui ait les téléphones cellulaires, c'est-à-dire les travailleurs en soins de santé, pour qu'ils puissent aider tous les membres des communautés autour d'eux. On n'a pas encore élaboré, créé de système où le patient lui-même peut dire, qu'il voudrait avoir la technologie pour contrôler sa propre tension artérielle. Alors, il est important qu'on arrive à ce niveau et j'espère que d'ici quelques années, on ciblera peut-être un tel objectif. Mais avec les ressources que l'on a en ce moment, on se concentre encore sur la consolidation du système lui-même. Donc, à partir du niveau communautaire, parce qu'on ne peut pas acheter des cellulaires pour tous les citoyens. Donc, on en a acheté pour tous les travailleurs en soins de santé qui, eux, peuvent joindre la population parce qu'on a des groupes comme cela dans chaque village. Et ce sont ces groupes qui desservent la population. J'espère que j'ai répondu. Vous avez dit vous-même que un très grand nombre de personnes avaient des cellulaires. Et c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, ce n'est pas une question que le système de santé devrait acheter des téléphones cellulaires pour les gens. Il s'agit plutôt d'inclure de l'information sur les méthodes diététiques, des choses comme cela, de l'information importante. Mais ce que je dis s'applique au Rwanda. Quelqu'un d'autre voudrait peut-être autre chose, mais comme je l'ai dit, il faut toujours tenir compte du contexte de ce que l'on a, des ressources dont on dispose. Avec la stratégie de cybersanté que l'on a, c'est évident qu'il faut la passer en revue régulièrement. La stratégie a été adoptée en avril 2009, mais on l'a revue en août dernier pour voir s'il n'y avait pas d'autres domaines à y rajouter. Alors, je me dis que peut-être que si on revoit cela dans quelque temps encore, on pourrait inclure cet élément, justement. Compte tenu des ressources dont on dispose maintenant, on s'est concentré sur des systèmes qui ciblent les fournisseurs de soins de santé, les travailleurs communautaires. On pourrait ensuite cibler la population au complet, mais là, ce sera peut-être une prochaine étape, mais ce n'est peut-être pas nécessairement au ministère de la Santé de le faire. Si quelqu'un venait avec une application pour inclure toutes les bonnes données qui soient acceptables au titre des normes médicales, ça pourrait être un bon domaine d'affaires. Alors, peut-être que quelqu'un va développer une telle application, mais pour le Rwanda, là, pour répondre à la question, c'est une très bonne démarche, mais il faut prioriser l'utilisation des ressources dont on dispose. That's all that we had. Maybe there are few questions. Il y a une autre question. Est-ce que on a du temps pour une autre question? Oui. Je m'appelle Robert Sauter. Je suis de l'ACDI. Ma question porte sur l'innovation. Vous avez énuméré une liste impressionnante d'initiatives et je suis sûr que ce n'est pas hier. Je suis curieux de savoir qui est derrière ces initiatives et quels sont les facteurs qui vous aideront à réaliser ces initiatives. Est-ce que c'est parce que les donateurs
vous ont donné du soutien pour certaines initiatives? Est-ce qu'il y a eu des incitatifs? Ou est-ce que vous avez décidé de vous inspirer d'autres initiatives? Par exemple, en Haïti, on s'est servi de téléphone cellulaire pour les services bancaires. Alors, on s'est rendu compte là-bas qu'il y avait un seul guichet automatique qui fonctionnait pour ceux qui avaient un cellulaire. Alors, est-ce que... Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais j'étais curieux de votre cheminement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, thank you. I didn't agree with you. I just wondered. En ce qui concerne le sida, est-ce que c'est un problème au Rwanda? Je voulais vous donner suite à la question qui a été posée en ce qui concerne vos initiatives. Je fais partie du CRDI. Donc, je suis curieux de savoir comment vous mobilisez vos intervenants chaque semaine. C'est là qu'on voit un bon leadership, je pense. Mais pour donner suite à la question sur l'innovation, je me demandais, lorsque vous avez ces réunions du groupe de travail technique, tout le monde propose des idées, je suppose, et peut-être que certains sont disposés à y affecter des ressources financières, techniques, etc. Alors, qu'est-ce que vous faites pour décider et quelle priorité donner à ces initiatives? À savoir s'il y a un processus systématique pour l'examen de ces idées. Merci. Dernière question. David Lewis. Je fais partie du programme d'infrastructure de la cybersanté, du programme de santé pour les Autochtones à Santé Canada. J'ai appris beaucoup de choses cet après-midi. Il y a deux autres éléments clés pour une stratégie nationale, je pense. D'abord, en ce qui concerne l'utilisation des dossiers médicaux électroniques, l'information est transférée aux fournisseurs de santé et peut-être à différentes provinces. Je me demande comment vous protégez les renseignements personnels. Dans votre stratégie, deuxième chose, on a écouté de très près ce que vous avez dit au sujet de l'utilisation de la largeur de bande et l'Internet, les téléphones cellulaires. Qu'en est-il des autres technologies, la télésanté, la télémédecine pour la promotion et la prévention? Il y a beaucoup de demandes, je pense, en ce qui concerne la connectivité. Bien sûr, il y a des frais d'infrastructure. Alors, est-ce que votre stratégie envisage cela aussi? Merci. Je vais combiner deux questions qui sont connexes. On a posé des questions aussi sur l'innovation. On m'a demandé comment on a élaboré notre stratégie, à savoir quel était le moteur derrière tout ça. D'abord, je dirais que ce n'est pas seulement le secteur de la santé qui bénéficie de la technologie. Le gouvernement du Rwanda a établi plusieurs piliers de développement pour sa vision 2020. Et l'un de ces piliers est la technologie. Donc, ceci recoupe tous les secteurs. Et c'est quelque chose qui représente l'une des visions du président du pays, qui nous appuie beaucoup
et il a reconnu que la technologie est un élément clé du développement de n'importe quel pays, que ce soit dans les soins de santé ou dans d'autres domaines. Donc, à partir de là, tous les secteurs ont voulu s'en servir. Nous n'avons pas beaucoup innové en ce qui concerne la technologie elle-même, mais nous avons été novateurs en ce qui concerne la mise en œuvre. Donc, nous avons utilisé ce qui était disponible et fait preuve de leadership. J'ai parlé d'utiliser les services de nos expatriés, des gens qui travaillent dans des ONG et d'autres. Mais lorsqu'ils font partie d'un groupe de travail technique, ils peuvent jouer un rôle consultatif très important. Ils peuvent nous aider à sélectionner les technologies dans différents secteurs et nous en tirons parti. Je pense que le moteur derrière tout ça, ça a été le gouvernement. Mais maintenant, ça a percolé dans toutes nos stratégies. La culture, l'éducation et ainsi de suite. Donc, la cybersanté est le reflet de la stratégie sur les soins de santé en général. Alors, nous avons essayé de voir comment la technologie pouvait nous aider. C'est une vision de haut niveau du gouvernement, mais ça a pu percoler jusqu'au niveau le plus local. On le ressent lorsqu'on est au Rwanda. Lorsqu'on parle de technologie, tout le monde fait attention. Donc, c'est pour cette raison que le message est si bien passé. Pour répondre à l'autre question, parce que oui, nous avons différents intérêts. Bien sûr, c'est le genre de situation qu'on voit. À nos réunions, nous avons de 15 à 20 personnes. La moyenne est de 10 personnes selon le sujet. Et je préside, et c'est coprésidé par un de nos partenaires clés. En fait, le groupe de travail technique ne se penche pas seulement sur la cybersanté, mais il y a aussi les ressources humaines sur la santé, le sida, etc. Et chaque groupe de travail est présidé par quelqu'un du ministère et coprésidé par un des partenaires. Par exemple, en cybersanté, c'est coprésidé par quelqu'un du CDC. Alors, il y en a plusieurs. Il est difficile pour quelqu'un de faire valoir ses propres intérêts lorsqu'il est entouré d'une vingtaine de personnes. Alors, il n'y a pas de situation où il faut voter après du lobbying. Lorsque nous sommes tous ensemble, en ayant un consultant, et s'il y a des gens qui essaient de faire valoir leurs intérêts, il y a eu des propositions. Par exemple, nous implantons un système sur la gestion et l'offre de logistique en ce qui concerne les marchés publics, la gestion des entrepôts et la gestion des services de santé. On veut que les centres de santé puissent avoir accès aux médicaments, puissent s'occuper des commandes. Si vous connaissez la logistique, c'est ce que ça veut dire. En résumé, c'est ce que nous voulons mettre en œuvre. Et l'un des partenaires veut, par exemple, proposer un téléphone cellulaire pour le dépistage des médicaments. Ça peut paraître comme une bonne innovation en nous servant de la technologie existante, mais on nous a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Imaginez-vous l'argent que ça prendrait. Alors, on a dit vous pourriez peut-être utiliser l'argent pour autre chose. C'est le genre de choses qu'on a vu. Mais le fait que la décision soit prise par le ministère, par moi, il n'y a pas vraiment
d'intérêt personnel. C'est un groupe professionnel. Alors, rapidement, je pense que je manque de temps. Andrea, vous avez posé la question au sujet du sida. Oui, bien sûr, nous avons le sida au Rwanda, mais les chiffres sont faibles. C'est 3, quelque chose %. Je peux vérifier, mais ici encore, c'est l'un des taux les plus faibles de l'Afrique subsaharienne pour le sida en particulier. Mais on peut obtenir l'information sur le site web du Rwanda. Alors oui, nous avons une incidence de sida. Et il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans ce domaine. Inaudible, l'interprète regrette. Réponse. Nous avons un système qui a été utilisé. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je peux, sans décrire le scénario, que nous avons des stratégies qui portent sur le sida pour les enfants et les mères de famille. Nous avons un programme qui a été mis en place pour cette raison. Alors, je vais m'arrêter là. David a demandé quelle était notre stratégie nationale, l'utilisation des dossiers électroniques. Je suis heureux d'entendre cette question, mais il y a des réponses clichés qui ont été données. L'information n'est pas vraiment protégée, mais il y a un cryptage qui est fait. Et comme on a peu de temps, je me limiterai à dire, je pense que les données électroniques sont plus sécuritaires que beaucoup d'autres. Par ailleurs, nous n'avons pas de patients qui se sont plaints de ce genre de choses. Alors, merci. Merci beaucoup. Je n'aime pas vous arrêter tout de suite. Alors, je m'en excuse, mais j'ai le privilège de vous remercier. Et merci beaucoup au Dr Makuba. Vous avez commencé en disant que vous avez établi un point de repère en ce qui concerne les soins de santé. Mais ce qu'on a entendu ici aujourd'hui me dit que vous et vos collègues avez établi un point de repère très important. Et je pense que les éléments de comparaison en ce qui concerne la technologie, nous encouragerons à en faire plus. À mes collègues du CRDI, on sait que ces événements sont difficiles à mettre sur pied. J'aimerais remercier le département des communications, Isabelle Bogo, Kevin Conway. Ce sont les personnes qui vous aident et les gens de la logistique. Et je suis heureuse de vous avoir vu en cette journée froide et triste. Alors, merci beaucoup.